Mesdames et messieurs, bonjour. Lumineuse année 2019 d'épanouissement et de concrétisation des rêves à chacun et à tous. Merci de nous rejoindre sur le débat sur ESAE TV ou tout simplement sur la plateforme www.esaetv.bj. Vous pouvez nous suivre sur votre smartphone, sur également YouTube. Et nous démarrons donc l'année avec ce premier numéro, et le numéro dans lequel nous allons parler d'un sujet relatif à la mobilité de nos enfants, la mobilité de ces derniers, surtout en Afrique de l'Ouest, puisque le Bénin se retrouve en Afrique de l'Ouest avec un accent particulier sur les dispositifs d'accompagnement protecteurs mis en place par les États, les ONG et autres pour protéger donc ces enfants qui sont en situation de mobilité. Et pour décortiquer ce sujet, nous avons sur ce plateau M. Gervais Nyansounou. M. Nyansounou, bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous mieux. Je suis Gervais Nyansounou, spécialiste des questions de protection des droits de l'enfant et chargé de plaidoyer et communication à l'ONG Terre des Hommes. Monsieur Blaise Noutaï, bonjour également. À vous, présentez-vous. Je réponds au nom de Noutaï Dossoutéo Blaise, directeur exécutif de l'ONG Bénin Lafia et case manager sur le projet RAO. Ça veut dire quoi, case manager? Le case manager, c'est le gestionnaire des cas, celui qui est chargé de l'étude des cas des enfants qui sont en mobilité dans la sous-région. Merci de nous avoir expliqué cela. En fait, ce petit exercice pour vous dire également que c'est toujours mieux quand on se présente soi-même. Et donc, nous vous recevons sur ce plateau pour parler de ces dispositifs d'accompagnement protecteur de nos enfants en situation de mobilité. Monsieur Nyansounou, qu'est-ce qu'on entend par mobilité? Un petit rappel. La question de mobilité est perçue comme le déplacement des enfants, le déplacement des enfants à travers plusieurs espaces géographiques. Et vous allez me dire quel est le lien avec la migration. Oui, la migration, c'est... La différence peut-être. La différence. La migration, c'est ce mouvement-là de population dans l'intention d'aller s'installer, d'aller s'établir. Alors que dans le contexte ouest africain, lorsqu'on parle de mobilité, c'est des enfants qui se déplacent, oui, mais dans le but de chercher un mieux-être. Et dans ce but-là, dans cet objectif-là, ces enfants traversent plusieurs espaces géographiques, font des expériences au niveau de ces espaces dans la quête du mieux-être. Donc, le lieu de destination peut s'avérer devenir un lieu de transit puisque dans ce lieu-là, l'enfant n'a pas eu ce qu'il cherche. Donc, on voit un mouvement d'aller et retour sur plusieurs espaces de ces enfants-là. Et on prend en compte dans ce concept de la mobilité des enfants l'expérience que ces enfants vivent. Et on fait attention aux vulnérabilités qu'ils connaissent et aussi aux opportunités qu'ils pourraient rencontrer dans ce projet de mobilité. Monsieur Noutaïd, vous êtes gestionnaire de ces cas d'enfants qui sont en situation de mobilité. Si on vous demandait de compléter la définition de Monsieur Nyansounou, vous diriez quoi? Merci. Avant de commencer, permettez-moi de remercier le représentant pays de Terre des Hommes, le coordinateur RAO, Monsieur Capo Sabou Mathieu, pour avoir confiance en nous, pour nous confier cette activité que nous menons depuis plus d'un an et demi. Et M. Gervais aussi, puisque c'est un collègue. Vous allez finir par remercier tout le monde. Hein? Non, du tout pas. Donc, il y a beaucoup de personnes quand même qui sont impliquées. Ceux qui, au quotidien, nous aident à travailler avec ces enfants-là. Je passe par ce canal pour les remercier. Par rapport à la mobilité, comme Gervais l'a dit, c'est le déplacement des mineurs d'un point de leur pays de départ vers un pays de la sous-région comme pays de destination à la quête du mieux-être. Parce que vous savez, parce que nous avons, ces enfants-là ont besoin de certaines choses, mais dans leur milieu familial, ils n'en trouvent pas. Donc ils se disent, arriver de l'autre côté, on pourra l'avoir. Et avec tout ce qui a comme conséquence sur le trajet de ces enfants-là. D'accord. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, chers internautes, chers amis de la toile, nous allons vous proposer ce petit documentaire-là qui résume un peu comment se fait la protection de ces enfants en situation de mobilité en Afrique de l'Ouest grâce, bien sûr,
au projet Choral, projet dont nous avons parlé largement l'année 2018, mais nous y revenons parce que tous les jours que Dieu fait, il y a toujours des enfants qui sont en situation de mobilité. Il y a des dispositifs qui existent pour accompagner ces enfants, pour les protéger. Et parmi les personnes qui doivent protéger ces enfants, vous faites également partie. Et il faudra que vous compreniez comment cela se fait pour pouvoir accompagner les acteurs à divers niveaux. Donc, on va suivre très rapidement ce magazine et on va revenir. Pas mécanicien, que mécanicien a fait bien. A mea un nado tona na auto, nu que madu chanentene, fi que madu a jode me, même a sile me, melende me, a digbande me, a gade me. En Afrique de l'Ouest, la grande majorité des mouvements migratoires d'enfants et de jeunes sont liés à la pauvreté, à l'insécurité ou à des facteurs culturels. 90% des enfants qui migrent restent en Afrique de l'Ouest. On parle alors de migration intra-régionale. Dans les capitales et villes des pays du corridor Abidjan-Lagos constituent des pôles d'attraction des enfants migrants. Et ce qu'on nous dit généralement, c'est que ces enfants sont très vulnérables dans leur milieu d'origine et lorsqu'ils sont en migration, dans les zones de transit et de destination, ils sont généralement victimes d'exploitation, de traite et d'abus divers. Terre des Hommes, ENDA et le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs mettent en œuvre le projet Choral afin de renforcer la protection de l'enfant tout au long des mouvements migratoires. La mobilité, c'est un terme générique qui englobe les enfants potentiellement partants, les enfants en cours de déplacement, les enfants de retour de déplacement et les enfants dont la famille et les parents seraient en déplacement. Je veux partir au Ghana pour aller continuer mes études parce que ici, il y a la grève. C'est à cause de ça que mon oncle m'a dit de venir continuer les études au Ghana. Je suis un fichier à formuler si alors d'autres le prennent si et quand on peut en mettre un mal d'autres il en dit moi il n'en est pas. On ne peut pas refuser à un enfant de migrer si la migration présente pour lui une opportunité. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est que le projet développe un gros volet sur la sensibilisation. Ils prennent conscience des risques de la migration et ils essaient, dans la mesure du possible, avant de migrer, d'étudier la meilleure solution possible. Le partenaire le plus opérationnel et qui a coporté même le projet avec Terre des Hommes est le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, coaché par ENDA Jeunesse à Action. Dans nos 39 points espoirs, répartis le long du corridor Abidjan-Lagos, les enfants migrants peuvent se reposer et jouer, acquérir de nouvelles compétences, signaler des situations concernant d'autres enfants du quartier, du village, de leur lieu de travail et être écoutés individuellement. Ils bénéficient d'une assistance juridique et médicale ainsi que des informations sur leur pays de destination et sur les personnes à contacter en cas d'urgence. Plus important encore, ces points espoirs sont des lieux de rencontre, d'entraide et de protection des pairs entre les enfants et jeunes migrants. Maintenant, je suis au point espoir à Côte-d'Ivoire, à Lomé. Vu les conditions de ma famille ici, j'ai informé ma tante qui est de l'autre côté du Ghana parce que les conditions ici, ça ne me satisfait pas et parfois c'est difficile de trouver à manger et autres là. Terre des Hommes here may not directly interface with the children, but to ensure that every structure
that is there with the children are well prepared to receive and take care of them, because we won't always be there. We also saw that once they are received at the borders, without questioning, without asking, they are sent back. But now it's changing, because as we are engaging, we're seeing the need to say, okay, listen to these kids first. Let's know a child who has run away from home, maybe for reasons of sexual abuse, for example, and you pick the child and send the child back to that situation is not helpful in any way. So it was a major challenge, getting the institutions to understand that when the kids come, they could be supported. Quand on go to Bomingo, you take it with them. Put a year, boy, near it's a fiddle book, put no level. You don't mean tea. Bodo, Cambio, may saw me way, you didn't Cambio me way. Though, Fidel got some in Wayaji. Nay, me kind money, but it really done ye. Bodo, Pimentola, me hungry, committon. Edomoyo, put no letter, answer her. Bởi bê rồi nó hay cái gai yo, em na quét bê đi, bởi chúng mình tụng, và mình đi đâu, mình đi yo, em phin mình cố sinh mình chạy phin yo, bữa nó đi phule, đi lên phở đô mình tê, và mình đâu tê phin bữa đâu mấy sao mình bữa giờ khô gì phin, khô đâu hay phin yo, mình lên chúng mình tụng, bởi mình đi đâu mình tông, cái hoa bê đâu mình vào sáng phở, cái mình tali bên bê, mình được xin cả tông, mình nên cho quên yo. Et j'ai mis des crabes à fil. La police à elle seule ne peut aujourd'hui apporter une prise en charge optimale. Cela se fait de concert avec les organismes nationaux et internationaux qui donnent un coup de pouce, surtout pour l'accompagnement technique et financier. Nous avons compris qu'il faut également étendre vers tous les départements afin que toutes les unités de police et de gendarmerie s'impliquent réellement dans la prise en charge des enfants vulnérables. The protection of children is dear to the heart of NAPTIP, and every action that needs to be taken will be taken, because we do not believe that the children should be endangered in any way. There's wide gap between a child that is trafficked and children in migration. A child that is trafficked is not moving of his own volition. There is the involvement of an adult or some group of people that are responsible for his or her movement. But a child in migration is just looking for greener pastures and looking for how to make things better for himself or the family members. Bon, décidé je le coup. On doit aller à Tchèma, on met une ma voilà nos filles. Naï me l'a dit. Comme de ma voix métis numéro au moins un bel donné, c'est d'où est-ce qu'on a madonné. Ben je le coup, on s'en est super les cabons d'où que sont wandolo, bouge wando et bouge et ponto là venge. Vous voyez d'où monto bois carrefour. Dengue carrefour d'où que venge pas direct. Ben il me doit pas boire un peu comme non fini. Jour de on mon mais il est do alors mignon là tu mandonné. Bon, il a joué les on y voit na mon là tu. Ben je joue le bon mai biag ma ba. Bon il file bon mon là tu. Comme demande nous supérieur. On do
Et dès qu'on va finir, on va une semaine pour 3 jours. On va maillot l'homme des jours. On va dire que dans mon mandat, on va voir le combat. On va routine, on t'en de la route. Dis-moi, les hommes en Nigeria, ils papa ti court, ils mati dasio. Et il y a une Nigeria, les Nigeria, kaka mati abiazon. Bogo si finio. Et va no, mene kabo, ni adi. Et midio, leko. Boleva leko podo mio, boleva in Nigeria, in leko bokodio. No gonto ka no sahe, kaka ouvert in sele o esupo. E azo ma leko sin gonto. Boale ko asuava. Boano suava, boale ko Cotonou, les noirs au Cotonou disent qu'on a bien assommé. Voilà, c'est tout le monde. Moi, mon frère d'agrédé. An adult will run away from something horrible. The child too will run away from something horrible. But the child needs to be supported to be able to take the right decisions, so it does not end up running from one problem and getting into a bigger one. So for me, there's the need to protect the child because it's the child. Si nous voulons un bon citoyen, c'est que nous l'avons protégé de diverses manières dès le départ. Sinon, le développement même des pays est compromis. C'est aujourd'hui important de faire en sorte que chaque enfant soit protégé. Après plus d'1 an de mise en œuvre, le projet Coral a permis la sensibilisation de plus de 22 000 personnes aux risques liés à la migration précoce et formé plus de 1600 acteurs communautaires et institutionnels, notamment des policiers et des membres d'organisations et d'associations dont le rôle est crucial pour assurer la protection, l'intégration et la réintégration des enfants migrants. Lorsque j'ai quitté du Niger pour venir au Bénin ici, là, moi je veux de bons avenirs. Je veux faire quelque chose, je dois être quelqu'un dans ma vie. C'est pour ça que je suis là. Children are the future. If you don't protect the future, you won't have anyone to take over from you. Voilà donc ainsi résumé quelques dispositifs qui existent aujourd'hui au Bénin et dans la sous-région, puisque nous parlons de l'Afrique de l'Ouest pour protéger ses enfants. Monsieur Yansounou, comment est-ce que se manifeste en Afrique de l'Ouest, au-delà de ce que nous avons vu dans ce magazine, cette mobilité de nos enfants en termes plus clairs? C'est pas facile de comprendre lorsqu'on dit des enfants se déplacent. Donc, vous êtes acteur, peut-être que vous allez nous expliquer pour qu'on puisse comprendre. Lorsque vous faites l'expérience, que vous questionnez les expériences, vous allez remarquer que en Afrique de l'Ouest, nous avons une coutume, une culture de déplacement. Nous avons une culture de déplacement. Un Béninois peut gagner sa vie au Nigeria, un Nigérien au Bénin. On peut aller se retrouver chez un parent dans un autre pays. Donc, il y a de la migration historique qui est en place. Et dans cette migration, les enfants se retrouvent dans le lot. Et des communautés ayant fait l'expérience, cette migration s'est installée comme une culture, que ce soit à l'intérieur du pays, que dans la sous-région. C'est devenu un fait culturel. C'est devenu un fait culturel. Et l'autre chose, vous allez voir, ces dernières années, il y a eu un développement des grandes métropoles, des villes au niveau de la bande côtière. Et ce constat-là montre une attractivité de ces villes par rapport aux activités économiques. Et ça attire les adultes et les enfants avec. Du coup, on constate dans les flux des adultes qui bougent avec des enfants qui bougent seuls ou accompagnés. Et les enfants bougent pourquoi? Lorsqu'on les questionne souvent, c'est les enfants qui fuient des questions de violence. C'est parfois les enfants qui se soustraient des situations d'extrême vulnérabilité par rapport à la pauvreté et autres. Et il y a aussi la question de formation.
formation formelle, éducation formelle ou formation professionnelle. Il y a aussi les questions de confiage. Et par rapport à ces deux éléments, on a fait une étude de base en 2017 dans le cadre du projet Choral. Et cette étude-là met l'accent dans les recommandations sur ces deux éléments, le confiage et la formation professionnelle, surtout l'informel, qui sont des éléments à la base protecteurs de l'enfant et par rapport auxquels les acteurs ont travaillé pour lutter contre les formes perverses, mais qui de plus en plus s'installent et persiste par rapport à ces dispositifs qui violent les droits de l'enfant. Je vais faire arrêter un instant pour comprendre. Le confiage, c'est quand on confie, un parent confie son enfant à sa soeur, à son frère, c'est ce que vous mettez dedans. À sa soeur, à son frère, à un parent. D'accord. Et vous voyez, j'ai dit, l'habitude culturelle est installée. On sait aujourd'hui dans quelle zone du Bénin, dans telle zone du Bénin, l'habitude migratoire que les gens ont. Bien sûr. Je ne veux pas nommer. Il y a des périodes où les enfants se déplacent aussi pour aller faire de petits jobs pendant les vacances, pendant les congés et autres. Et la fête, on vient de finir la fête. Bien sûr. Les migrants qui sont rentrés vont partir. Ils vont partir, oui. Ils vont partir parfois avec des enfants, de cousins, qu'on leur confie. Parents proches. Parce que le migrant qui est revenu avec du bien, qui est revenu avec des biens matériels et autres, on a tendance à dire, mon enfant va faire comme lui, on lui confie. Donc, c'est les habitudes qui se sont installées et qui ont le côté positif et aussi des revers sur le développement, le respect des droits des enfants. Et lorsqu'on commence par questionner ces aspects de ces mouvements, on voit que dans les migrations des enfants, dans la mobilité des enfants, il y a tant les facteurs négatifs, c'est-à-dire les vulnérabilités. Tous les facteurs positifs. Et il y a aussi les facteurs positifs qu'on peut appeler des opportunités. Et c'est en ces thèmes que sur le corridor Abidjan-Lagos, on travaille à accompagner ces enfants-là afin de réduire les vulnérabilités et de travailler à leur permettre d'avoir accès à l'opportunité. Et en amont, on travaille à lutter, à accompagner les parents, les enfants, à la réduction ou à éradiquer les migrations précoces et les migrations à risque. Parce qu'il y en a de précoces. Il y en a de précoces et il y en a à risque. Et à travailler avec les enfants, à faire des projets de migration sûrs. Lorsque on constate qu'on ne peut pas empêcher l'enfant de bouger, il faut l'accompagner à y aller dans des conditions sûres. Monsieur Noutaï, vous êtes tout le temps sur le terrain, si je peux me permettre. Et dans le documentaire, on a entendu parler d'insécurité, de pauvreté, d'abus psychologiques et de faits culturels. Quand vous rencontrez les enfants, est-ce que les enfants confirment ces faits ou est-ce qu'il y a d'autres causes qui expliquent ces mobilités de nos enfants? Je pense que d'abord, nous sommes dans l'espace CEDEAO. Et nous avons eu la signature, le Bénin a signé le protocole de libre circulation des personnes et des biens. Mais la signature de ce protocole a oublié le facteur enfant. Puisque l'enfant, bon, on voit un jeune qui se déplace de Bénin vers Lomé, bien de Lomé vers notre pays. Il n'y a pas de souci, parce qu'on se dit qu'il est majeur. Mais un enfant qui se déplace avec le temps, et comme l'a dit Gervais, et pour échapper à certaines situations, la pauvreté, les violences, surtout le mariage précoce, qui décide d'aller dans un autre pays pour se rétablir. Donc on constate que ces enfants-là quittent leur pays pour aller dans un autre pays. Mais ils sont victimes, d'abord ils sont mineurs, ils ne sont pas accompagnés. Et ils sont susceptibles d'affronter tout ce qui est violence sur le chemin, sur leur trajet. Vous voyez, un enfant, un mineur qui, au cours de son trajet, se fait traquer par une personne âgée, il n'a aucune force pour se défendre. Donc ça, tout ça constitue des risques pour l'enfant sur son trajet. Et comme l'a dit Gervais, mais si les conditions ne s'y prêtent pas, et que l'enfant décide de voir quelqu'un, un de ses proches qui est allé au Nigeria, par exemple, 6 mois après, le gars il vient, il revient avec une moto et avec des biens matériels, il se dit, il pense que c'est un modèle. C'est la belle vie. C'est la belle vie. Et on prend
le pays de destination de cette agence là comme un Eldorado. Vous dites, voilà, moi-même, je dois me rendre là-bas. 6 mois après, un an après. On vit tous par l'exemple. Voilà. Et moi-même, je vais revenir. Peut-être que la famille se trouve dans une condition misérable, dans une condition hostile. Et on y va, on dit, ok, moi-même, j'irai dans ce pays-là, aller travailler, avoir des ressources pour venir s'occuper de ma famille, comme cela se doit. Mais malheureusement, c'est pas tous ceux qui y vont ne réussissent pas. Pas toujours ce challenge-là. C'est ce que il y a d'autres cas que les enfants ont relevés. Les enfants ont parlé de mariage précoce, de divorce de leurs parents, de décès d'un parent, de la quête d'un mieux-être, parce qu'on se dit on ira travailler, se faire de l'argent, revenir étudier, vous l'avez évoqué. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il y a une fuite de responsabilité, je ne sais pas, de ces parents-là, que ces enfants décident d'eux-mêmes de se prendre en charge? Parce que moi, j'aime toujours que quand on parle d'enfants, qu'on revienne à la question de la responsabilité. Je crois que la responsabilité parentale, elle est d'office. On doit questionner la responsabilité. Mais toutefois, il faut comprendre aussi que l'enjeu n'est pas seulement à ce niveau. Je vous donne un exemple d'un jeune, un enfant de 11 ans qui quitte Lomé, qui se met sur la route, qui dit qu'il va à Cotonou pour rejoindre sa maman. Vous voyez, une famille séparée. Bien sûr. Il vit avec son papa. Et un jour, il a eu l'envie de rejoindre sa maman. Sans rien dire à son papa. Il prend la route. Et un enfant, ça ne sait pas que Cotonou, c'est loin de Lomé. Il sait que Cotonou est de l'autre côté. Donc on se dit c'est juste à côté, quoi. Et c'est quand il se met sur la route qu'il commence par rencontrer des difficultés. Et lorsque, on va parler des dispositifs d'accompagnement protecteur, lorsque grâce aux dispositifs mis en place, on l'identifie et qu'on travaille à rechercher le parent et qu'on le retrouve, le parent même vous dit qu'il était en train de chercher son enfant. Oui. Vous comprenez? Là, tout de suite, dire que le parent n'est pas responsable et tout, c'est porter un jugement. C'est au cas par cas. Il faut nuancer. Il faut nuancer. Mais il y a des cas. Il y a des cas et aussi, c'est aussi une question de culture. Il y a des cas où la culture admet que l'enfant, déjà dès un certain âge, puisse commencer quand même par se prendre en charge. Dans un autre contexte, on peut appeler ça adulte précoce, mais quand même dans la culture l'admet. Du coup, dans cette culture, que l'enfant travaille dans la localité où vivent ses parents, ou qu'on l'envoie en ville, ou qu'il aille dans ailleurs, le même pays, ou qu'il aille dans un autre pays, ce n'est pas un problème dans cette culture-là. Lorsqu'on croise tout ça par rapport à l'arsenal juridique et aux dispositifs mis en place pour protéger les droits de l'enfant, c'est seulement à ce niveau qu'on voit qu'il y a des biais. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? C'est d'accompagner, de sensibiliser et d'amener les parents à faire face à ce qui est leur rôle de premier garant des droits de l'enfant. Accompagner, sensibiliser. Aujourd'hui, on parle de la protection, des dispositifs de protection de ces enfants en situation de mobilité. Est-ce que vous pourrez nous donner quelques chiffres? Parce que dans le magazine, on a entendu parler de 90% d'enfants sont en situation de mobilité. Est-ce que vous pourriez aller dans les détails pour nous, pour qu'on puisse mieux comprendre? Parlant de chiffres, lorsqu'on parle des questions de mobilité, je peux déjà vous garantir que ce n'est pas facile. Parce que c'est une cible qui bouge. Bien sûr. Lorsqu'on va vouloir parler de questions de traite, de travail des enfants, c'est très facile de dire nous avons pu de telle période à telle période, dans telle localité, identifier tel nombre d'enfants. Toutefois, il y a des études de plus en plus depuis 2011 qui ont commencé par questionner la chose. Et l'UNICEF en 2007, dans un rapport, a déclaré que 50 millions d'enfants dans la zone Afrique de l'Ouest fuient les violences. 50 millions. Les violences, les questions de pauvreté, la guerre, pour se déplacer vers des lieux où ils pourront être plus en sécurité. En 2016, Terre des Hommes a dénombré seulement sur le flux côtier de la frontière de Ila-Kondji à la frontière de Owode et de Krake vers le Nigeria, 344 492 enfants et jeunes, dont 175 939 enfants, donc 939 filles de 10 ans à 21 ans. Et ça, c'est une étude que nous avons conduite avec des experts du Bénin sur ce corridor-là.
Et on a fait une étude de base dans le cadre, du projet Coral. Et cette étude-là révèle que c'est vrai que dans la zone d'Afrique de l'Ouest, les gens bougent. Oui. Les gens bougent, mais 75% des migrants originaires d'Afrique de l'Ouest sont à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Ça, ce n'est pas facile. Donc, la mobilité se déroule encore. Ce n'est pas facile lorsqu'on est hors de la zone Afrique de comprendre que les Africains ne bougent pas que vers l'Europe, vers les autres pays, mais ils bougent entre les pays de l'Afrique. L'habitude de bouger est déjà installée entre eux et ça existait d'abord. Et lorsqu'on questionne les résultats du projet Coral sur seulement 2 ans, et que vous constatez que vous menez un projet sur 2 ans dans 5 pays de cette zone-là, les pays côtiers, on a identifié, accompagné environ 9250 enfants sur 2 ans. Et pour, seulement le Bénin, 1890 dans seulement 5 localités. Vous voyez, c'est pour vous dire que les enfants migrants, ils bougent, ils existent et c'est nécessaire de se pencher sur la question. Parce que si on convient que les adultes bougent dans la région, c'est clair que les adultes ne bougent pas en dehors et sans les enfants. Leurs enfants. Donc c'est un peu le contexte en termes de chiffres que nous avons au niveau de la bande côtière en Afrique de l'Ouest. Remarquez. Monsieur Noutaï, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'agir sur ce phénomène? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser des dispositifs d'accompagnement protecteur des enfants? Et je pense que c'est nécessaire d'agir sur les enfants parce que moi, je vois le problème sur le fonds de développement. Allez-y. C'est-à-dire, détaillez un peu. Un Béninois qui va travailler dans un autre pays, ou bien qui va s'installer dans un autre pays, il va contribuer au développement de ce pays de destination. Alors que, ici au Bénin, si on prend soin de lui, tout ce qu'il fera, c'est pour le Bénin. Et il donc pour vous, il faut maintenir ces enfants dans leur pays. Justement. Et il a dit tout à l'heure, je vais revenir un peu en arrière par rapport aux enfants. Il y a quand vous avez parlé de responsabilité, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le divorce constitue aussi un problème. La séparation des parents constitue aussi un problème pour les enfants. La perte d'un parent. La perte aussi. Et un enfant qui est orphelin, par exemple, d'une mère, et la mère est décédée, le père se remarie à une autre femme. Et cette femme-là ne veut pas prendre un enfant. Ou c'est la mère qui se remarie à un autre homme. Et l'enfant ne se trouve pas dans un milieu sécurisant. Mais tout de suite, son problème, c'est de partir. C'est comment faire pour échapper à cette situation-là. Il trouve la solution lui-même. Justement. Puisque à un moment donné, il se dit, je n'ai personne pour m'écouter, je n'ai personne pour m'apporter de solution au problème que je vis. Donc, du coup, lui-même, il prend sa décision. Comme l'a dit, il prend sa décision. Même s'il ne connaît pas la destination, il suffit juste qu'il entende que sa mère ou bien son père est dans tel pays. Il est pressé d'aller rejoindre ce parent-là. Mais vous voyez aujourd'hui, nous, au niveau du Bénin, vous voyez que les frontières sont hypertrophiées. On n'arrive pas à chiffrer exactement le nombre d'issues. Bien sûr. Qui sortent du Bénin vers les autres pays. Puisque les enfants ne sortent forcément pas par des frontières normales. Voilà, parce qu'il y a des dispositifs au niveau des frontières pour les récupérer. Pour les récupérer, mais quand vous prenez la zone, par exemple, de Sémékodi, où même juste vous avez les trafiquants ou bien les intermédiaires. Il y a tellement de frontières avec le Nigeria. Donc, ces enfants-là partent par ces issues-là et on n'arrive pas à quantifier exactement le nombre d'enfants béninois qui sort du pays. Nous, ce que nous faisons, c'est ce que nous avons eu sur la main. Les enfants que le CPM a récupérés ou bien les brigades frontalières, les assistants sociaux, les assistants nous ont même les communautés. Ou même les communautés nous ont référé. C'est ces enfants-là que nous récupérons et nous travaillons avec ces enfants-là. Aujourd'hui, je pense le RAO était au Bénin depuis 2011 et c'est Exam qui avait assuré la coordination de 2011 jusqu'en 2017. Nous, c'est une ONG de protection de l'enfant et qui est basée à Guégamé. Et en 2017, vers le dernier trimestre de 2017, que nous,
ONG Bénin à l'Afrique, nous avons pris les rênes du RAO Bénin. Et du dernier trimestre de 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu identifier près de 250 enfants qui sont en mobilité, qui sont allés en mobilité ou qui sont en retour de mobilité. Ouais. Et donc ils ne vont pas forcément rester, il y en a qui reviennent. Oui, il y en a qui reviennent. Mais comment ils reviennent? C'est grâce au dispositif du RAO dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que dans les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, vous avez dans chaque pays la coordination RAO et qui fait le même travail que nous. Et quand on retrouve un enfant béninois dans l'un de ces pays, le réseau se met en branle. Le réseau se met en branle et on vous appelle en tant que case manager du Bénin pour dire « Ah, j'ai reçu un béninois dans notre pays. » Et nous mettons les dispositifs en place et l'enfant revient. Mais avant que l'enfant ne revienne, nous avons des procédures pour que l'enfant puisse revenir. Parce que l'enfant qui a été retrouvé dans allez dans les détails de procédures pour qu'on puisse connaître. Quand vous prenez ce document, par exemple, le standard du RAO, c'est un document qui retrace tout ce qu'il faut faire quand vous voulez prendre en charge. Mais tout le monde n'a pas ce document. Tout le monde n'a pas. Si je suis dans une communauté où je me rends compte que je tombe sur un enfant en situation de mobilité, qu'est-ce que je fais moi? Ce que vous allez faire, normalement, ce document, l'État béninois on avait assigné la responsabilité à l'État béninois de multiplier ce document-là. L'État ne peut pas tout faire non plus. C'est pourquoi vous êtes là. Justement, et de distribuer à tous les acteurs, à toutes les structures de protection de l'enfant, pour que tout ce que nous allons administrer aux enfants en termes de prise en charge soit conforme. D'accord. Vous voyez. Donc, toutes les coordinations du RAO dans l'Afrique de l'Ouest, on se document. On se document et c'est sur la base de ces documents qui prennent en charge ces enfants-là. Maintenant, pour prendre un enfant en charge, nous avons 8 étapes. Allez-y. La première étape, on appelle ça l'identification. D'accord, il faut savoir qui est l'enfant. Voilà. Quel est l'enfant? Est-ce que c'est un enfant? Quand on retrouve l'enfant là, évidemment, si vous êtes un acteur de protection, vous voyez un enfant de vous et dans ses mouvements, vous saurez s'il est migrant ou bien il est en mobilité. Connaît quoi. Voilà. Donc, après l'identification, c'est-à-dire, quand on reconnaît la présence d'un enfant étranger sur le territoire, ça c'est l'identification. D'accord. On récupère l'enfant. Et quand on récupère l'enfant, on discute avec lui. Vous appelez ça comment? Là, je veux noter les 8 étapes. Ah, vous voulez noter? Ok. Il y a une étape qu'on appelle la procédure d'urgence. C'est-à-dire, quand vous avez identifié l'enfant, vous avez vu l'enfant dans un état critique, dans un état comateux, vous ramenez l'enfant d'abord. C'est sa santé qui s'est dégradée. Voilà. Vous mettez l'enfant d'abord dans un centre de santé. Il suit les soins. Il suit les soins. Vous finissez cette étape. Il y a ce qu'on appelle l'étude de la situation personnelle de l'enfant. D'accord. Là, vous discutez avec l'enfant maintenant. Comment en es-tu arrivé là? Pourquoi tu es venu là? Et l'enfant vous dit, il vous livre les informations de comment il est venu dans votre pays. Et là, moi, en tant que case, j'appelle. Nous avons une plateforme au niveau de la sous-région. Où vous communiquez. Où on communique avec, avec toutes les coordinations. Il suffit juste que moi, je prends ces informations-là. Déjà, quand je mets la première fiche, la fiche d'identification, je balance et que le superviseur pays, M. Mamadoussa, s'il valide cette première étape, c'est fini. Ça veut dire que sur toute la ligne, il n'y a plus de soucis. Donc, après l'étude de la situation personnelle de l'enfant, moi, je renvoie le message au pays d'origine de l'enfant pour dire « Ah, j'ai vu un enfant ivoirien sur notre territoire, voilà les informations qu'il m'a données. » Et sur la base de ces informations, lui, il va dans sa communauté pour faire des enquêtes, retrouver la famille. Et quand il retrouve la famille, non seulement il va rechercher la famille, mais il va évaluer la famille. Est-ce que l'enfant qui est au Bénin, vu les conditions dans lesquelles sa famille se trouve, est-ce que je peux ramener l'enfant dans cette communauté? Dans cette communauté. On discute avec la famille. On va même aller faire des enquêtes dans la maison d'à côté pour savoir comment la famille se comporte. Voilà. Et quand on fait tout ça là, on demande à l'enfant aussi, est-ce que tu as envie de retourner vers tes parents? Si l'enfant dit non, on le laisse là. Vous ne le forcez pas. On ne le force pas. Mais quand l'enfant décide de retrouver sa famille, on le ramène et on le ramène en famille. Et ça, c'est la recherche et l'évaluation familiale. Recherche et évaluation familiale. D'accord. Après la recherche et l'évaluation familiale, nous passons à la réintégration. C'est-à-dire, les parents et l'enfant sont tous d'accord sur le retour de l'enfant. Nous, et moi, en tant que case, je donne rendez-vous au case du pays d'identification. Je vais chez lui. Avec l'enfant? Non, je vais récupérer l'enfant. Échangez. Et moi, je prends l'enfant, je reviens dans la famille avec l'enfant.
Ça, c'est la réintégration. Après la réintégration, on est à la 5e étape. Je dis, ok, maintenant, tu es revenu chez toi. Tu veux faire quoi? Et là, il y a 2 volets. Soit l'enfant dit, moi, je veux continuer les études. On le met en apprentissage non, ou à on l'école? le met à l'école. S'il décide de reprendre les cours, on le ramène. S'il veut apprendre un métier, il peut oui, aller en apprentissage? C'est pourquoi il dit qu'il y a 2 volets. D'accord. Soit il est réinséré dans le système scolaire ou il est en formation professionnelle. Maintenant, pour permettre... C'est qui prend en charge? C'est le RAO qui le prend en charge. Et du moment où l'enfant décide d'apprendre un métier ou bien d'aller à l'école, la responsabilité revient au RAO de prendre en charge l'enfant. Mais le RAO ne vient pas remplacer la famille. C'est clair. C'est juste un appui que le RAO apporte à la famille. Et donc, quand l'enfant est en formation professionnelle, nous nous chargeons de payer les frais de formation, les frais d'uniforme, les outils, on paye tout ça. Maintenant, pour permettre à l'enfant de continuer ou bien d'aller en formation professionnelle comme cela se doit et finir sa formation professionnelle, nous dotons la famille d'une AGR. Activité génératrice de revenus. Pour permettre à la famille d'avoir des ressources pour pouvoir continuer le travail. Voilà, pour continuer le travail. Et ça, c'est la prise en charge, c'est le projet de vie, on appelle ça projet de vie. Et quand on finit cette étape et l'enfant commence par aller à l'école, mais l'enfant commence par aller en formation professionnelle, et il y a ce qu'on appelle le suivi. Parce que nous avons doté la famille d'une AGR et à chaque fin de trimestre, nous envoyons nos partenaires terrain pour vérifier est-ce que cette famille-là, est-ce qu'elle joue bien son rôle. Voilà, est-ce qu'elle mène réellement l'activité, est-ce que l'enfant va à l'école normalement, l'enfant est en formation professionnelle normalement. Donc, à chaque fin de trimestre, nous avons ces retours-là. Faire des rapports. Voilà, pour voir comment ça se passe. Parce que si l'enfant, une fois que l'enfant revient, et le même cycle recommence, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, vous voyez, donc, après, c'est ça qu'on appelle le suivi. Maintenant, il y a une autre étape. Avant le suivi, bon, il y a une autre étape. Ça, c'est l'activité communautaire. C'est-à-dire, comme je vais le dire, au Bénin, nous avons des zones qui sont réputées comme pays de départ d'enfants. Et on voit le nombre d'enfants qui se trouvent dans cette zone-là. On voit le nombre d'enfants. Si c'est un grand nombre, par exemple, je prends le village de la commune de Lalo, par exemple, où on constate que à plus de... Surtout les enfants qui sont en mobilité vers le Nigeria, on a au moins 95% des enfants qui viennent de cette zone. Qui viennent de cette zone. On dit, OK, on va mettre en place une activité communautaire là, c'est-à-dire une activité où toute la population peut exercer, peut travailler et avoir de ressources pour s'occuper de leurs enfants, même s'occuper d'autres enfants qui ne sont pas allés dans la mobilité et permettre à cette communauté-là de travailler et d'avoir la ressource pour supporter, prendre en charge des enfants. Voilà en quelque sorte ce qui est fait, les quelques étapes. Voilà les étapes, ce qui est fait dans la prise en charge des enfants qui sont allés en mobilité ou qui sont de retour de mobilité. Moi, je retiens juste qu'en tant que citoyen, déjà, notre rôle, c'est que quand nous tombons sur des enfants comme ça et que nous pensons que ces enfants il faut se rapprocher des personnes comme vous. Justement. Pour que le reste du travail soit fait, c'est ça, hein? Oui. Et au niveau, pour compléter, au niveau de chaque zone, nous avons des partenaires. Et par exemple, si vous prenez les communes... Par exemple, Cotonou, nous avons des ONG, bon, peut-être des hommes là, et nous avons d'autres structures qui sont dans Cotonou. Et quand le centre de promotion sociale. Voilà, les centres de promotion sociale qui nous aident aussi. Et on n'a pas besoin de se déplacer forcément. Nous appuyons sur ces partenaires au niveau, pour faire le travail. Au niveau local pour faire le travail. Et les MAJT aussi, qui jouent aussi un grand rôle. Le mouvement d'action africain des enfants. Les travailleurs. Eux aussi qui sont... Ce sont des jeunes également qui font le travail. Qui nous aident dans le travail pour la prise en charge de ces enfants-là. Monsieur Yansounou, voilà ce que Monsieur Noutaya a dit de certains dispositifs. Je pense également qu'il y a des points d'écoute ou des points d'espoir. Je ne sais pas si c'est les thèmes techniques que vous utilisez. Et il a parlé des procédures standardisées et moi je pense que c'est les acquis. Quand on parle de protection des enfants migrants au niveau sous-régional, au niveau CEDEAO, c'est des standards mis en place au niveau de la CEDEAO. Pas tous les pays de la CEDEAO.
retenu pour les pays et que les pays doivent disséminer au niveau des acteurs de protection de l'enfant et même intégrer dans les dispositifs, les outils d'accompagnement des enfants dans les pays. Et parlant de la question de dispositifs d'accompagnement protecteur, je vais repartir d'abord sur l'accompagnement protecteur. Oui, allez-y. Et l'accompagnement protecteur, en fait, c'est le travail social d'accompagnement des enfants migrants, c'est-à-dire enfants en mobilité, dans le but de réduire leur vulnérabilité et de leur permettre d'accéder aux opportunités. C'est la manière d'accompagner les enfants en mobilité, en fait. Et cet accompagnement protecteur mixe plusieurs approches. Vous allez remarquer dans le cas que M. Moutaya a partagé, qu'on a parlé de la communauté. Il y a l'approche communautaire, bien sûr. Il y a l'approche flux. Parce qu'il a dit, il y a des zones où on sait que les enfants quittent là et ils vont à tel endroit. Et on sait ce que les enfants là vont faire. Il y a l'approche système, collaboration. Puisque RAO, la coordination RAO Bénin par exemple, est à Porte-Nouveau. Tel les hommes est à Cotonou. Le centre de promotion sociale a un bureau. Et c'est dans cette zone. Partout à la fois. Donc, il y a la collaboration. Nous parlons de l'approche psychosociale. Quand on parle de psychosocial, c'est ce qui lie l'enfant en tant que personne à sa communauté, à ses parents. Comment on questionne les liens. On ne peut pas prendre un enfant migrant de façon isolée. On doit le prendre dans un contexte culturel, donné familial, donné économique, donné. Pour pouvoir trouver des solutions. Pour pouvoir trouver des solutions. Donc, l'accompagnement protecteur de l'enfant mixe toutes ces approches-là. Et quand nous parlons des dispositifs, il y a trois niveaux de stratégie. Nous avons les stratégies de prévention. Parce qu'on tente à comprendre, lorsqu'on parle de mobilité des enfants, qu'on encourage les mouvements des enfants. Non. La prévention voudrait que on n'ait pas de migration précoce. Que l'enfant qui n'a pas 14 ans, qui est censé être à l'école, le soit. Et soit protégé dans ce système-là. Et lorsqu'il veut bouger, il faut que ça soit dans son intérêt supérieur. C'est-à-dire qu'il est en train de partir dans des conditions sûres pour un projet de formation, de scolarisation sûr, bien ficelé et qu'il est accompagné. Maintenant, on décourage aussi les migrations à risque. Même si l'enfant a 17 ans, même si c'est un jeune de 20 ans et qu'il veut bouger, vous convenez avec moi qu'en tant qu'adulte, lorsque vous vous retrouvez en dehors même de votre maison, vous êtes plus vulnérable. Bien sûr. Quand vous êtes chez vous, vous êtes roi. Mais dès que vous sortez de votre... Vous êtes à risque. Vous êtes à risque. Qu'en est-il d'un enfant qui quitte sa localité, qui quitte son pays, qui se retrouve dans un autre pays? Donc, même jeune, la migration n'est pas une chose à ne pas préparer. Donc, c'est le travail que nous faisons dans les stratégies de prévention. Et c'est dans ces stratégies de prévention que déjà nous mettons en place des espaces d'écoute, de sensibilisation, de renforcement des capacités d'autoprotection des enfants que nous appelons Point Espoir. Ça, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants et les jeunes. Vous allez voir dans le documentaire que c'est des Points Espoir que nous mettons au niveau du corridor, bien sûr, en quittant Abidjan jusqu'à Lagos, pour permettre à ces enfants de ces localités déjà de comprendre que la migration n'est pas un projet à prendre à la légère, de décourager certains projets à risque et d'accompagner ceux qui vraiment ont des projets qu'on peut accompagner. Et on a maintenant les stratégies de protection. D'accord. Qui sont de deux ordres, l'intégration ou la réintégration. C'est-à-dire, lorsque l'enfant migrant, on l'identifie dans une zone de transit ou dans une zone de destination, et qu'il a établi que c'est plus sûr pour cet enfant-là, et que l'enfant même veut rester, il faut l'aider à rester, à s'intégrer dans cette localité-là. Quitte à mûrir un projet personnalisé et après décider de retourner. On a les stratégies de réintégration pour ceux qui veulent retourner. Et dans ces stratégies-là, on a le RAO qui porte une main très forte. On a le MAEJT, le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs, qui est aussi présent dans plusieurs pays de l'Afrique et qui permet de retracer, qui permet d'accompagner, de retourner. Et enfin, on a les stratégies de réhabilitation. Parce que ces projets de migration ne sont pas sans séquelles sur les enfants. Donc que l'enfant soit en zone de destination, en zone de transit ou en zone de départ, ils ont des blessures. Que ces blessures soient physiques ou psychologiques. Surtout. Donc ils ont besoin d'accompagnement
qu'on les réhabilite, qu'ils aient plus confiance en eux, qu'ils connaissent leurs droits et qu'ils arrivent à identifier les situations d'abus. Parce que ce n'est pas évident pour les enfants de savoir que la situation dans laquelle je suis, où je suis réveillé à 5 h du matin, je travaille jusqu'à 22 h, on me donne à manger, oui, mais ce qu'on me donne à manger ne suffit pas pour nourrir mes organes. L'enfant ne se rend pas compte que ces droits sont en train qu'il est abusé. Donc c'est aussi de les aider, de le sensibiliser à ça. Et c'est à ça que sert aussi nos points espoirs que nous mettons dans les zones de destination, dans les zones de transit. Et de plus en plus avec des partenaires, on travaille à mettre en place ces points d'écoute dans les lieux où les enfants sont exploités. Dans les marchés, dans les ports, et dans les milieux ouverts, où on peut avoir ces enfants-là, on peut les écouter. Ça permet également de dissuader des personnes qui éventuellement abuser de ces enfants. Au cœur de ce dispositif au Bénin se trouvent les centres de promotion sociale. Bien sûr. Qui sont les structures étatiques qui ont mandat de protection de l'enfant. Et de l'autre côté, on a la communauté. Donc, les associations communautaires. Les internautes et moi, par exemple. Les internautes et vous, on a des associations organisées de ressortissants. On a au Bénin l'Union des ressortissants de la CEDEAO. Bien sûr. On a l'association des ressortissants togolais. De tel pays, l'association de tel pays. Ces dispositifs permettent quand même de porter main forte à l'identification, même à la réintégration, parce que c'est plus facile pour la communauté de savoir cet enfant vient de telle localité qu'un non-travailleur social. Donc le travail se fait en lien entre la communauté un travail de synergie. Et les acteurs institutionnels. Et au sein des acteurs institutionnels, c'est un travail de synergie et beaucoup de collaboration. Donc parlant de dispositifs, c'est un peu ce qui est en place et ce qui se fait. Eh bien, de façon plus spécifique, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est vrai qu'on retient que vous faites la prévention, vous faites la protection et vous faites la réhabilitation de ces enfants en situation de mobilité. C'est vrai que M. Nouta nous a parlé du cas du RAO, le réseau ouest-africain pour la protection des enfants. Terre des Hommes également fait quelque chose. En fait, nous aimerions bien comprendre la part de responsabilité de chaque acteur, commençant peut-être par l'État. Au niveau du projet Coral, je vous ai déjà parlé des points espoirs que nous mettons en place, où les enfants peuvent recevoir des informations sur la migration et sur les risques. Bien sûr. Et nous avons des associations communautaires de ressortissants que nous accompagnons et qui permettent d'identifier les enfants migrants. Et avec, le projet est bien porté, le projet Coral est porté par Terre des Hommes et le Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Bien sûr. Et dans chaque pays, il y a une coordination qui a dans les localités d'intervention du projet des sections, des associations et des groupes de base. Et ces groupes de base travaillent à identifier ces enfants-là aussi et à les référer vers les structures de protection et à accompagner ces structures-là à leur protection. C'est-à-dire, on identifie un enfant, il faut quand même le sécuriser, question de santé, question autre. L'accompagner à décider. Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il retourne? Et quand il veut retourner, l'accompagner au retour. Le projet met en place des appuis, le projet sollicite des appuis pour pouvoir accompagner cet enfant jusqu'à la réalisation de son projet. Et pourquoi les enfants migrent? Les enfants migrent pour un mieux-être. Donc, lorsque vous identifiez un cas d'enfant migrant et que vous n'arrivez pas à assurer ce mieux-être, à long terme, c'est qu'il va encore repartir. Et de ce pas, qu'est-ce que nous faisons? C'est d'insérer l'enfant dans un processus de formation, qu'il retourne à l'école ou qu'il reste dans un processus de formation professionnelle et autres, ou de l'accompagner dans déjà l'activité génératrice de revenus qu'il fait. Et c'est dans ce cas qu'on remonte un peu au niveau stratégique pour questionner les dispositifs en place. Le projet fait ça, et on a remarqué que les solutions que nous apportons, les solutions classiques que nous apportons en matière de protection ont des limites. Parce qu'un enfant qui migre, qui a déjà pris l'habitude de gagner de l'argent, veut gagner de l'argent plus vite. Bien sûr. Donc, c'est des enfants qui ne sont pas disposés à suivre des cycles de formation longs. 3 ans, 4 ans. Impossible. Et c'est des enfants qui sont portés vers l'avenir. C'est des enfants qui ont des visions. C'est des enfants qui cherchent des métiers porteurs. Donc, ils ne sont plus dans les métiers classiques, couture, coiffure et autres. Donc, on travaille avec les acteurs de la formation professionnelle à identifier les métiers porteurs de formation à courte durée.
Aujourd'hui, par exemple, il y a les formations comme technicien en installation de panneaux solaires, de paraboles, les réparations de téléphones portables. Vous voyez, c'est des métiers de formation à courte durée, mais qui permet à l'enfant tout de suite de commencer par, vous voyez, les jardiniers. Il y a des métiers aujourd'hui qui sont recherchés. Donc, on travaille avec les acteurs de la formation professionnelle à développer ces curricula-là de formation et à les offrir à ces enfants-là. Et l'autre chose aussi, c'est les questions de dispositifs même de prise en charge. Lorsque vous identifiez un enfant migrant, que vous allez le déposer dans un centre d'accueil, c'est des enfants qui ont un projet. Lorsque vous ne questionnez pas le projet, que vous ne l'accompagnez pas dans ce projet, il ne reste pas. Il reste pas. Il s'en va. Il s'en va. Il va s'évader. Il s'en va. Et tout de suite, on se demande, est-ce que les questions de centre d'accueil, c'est adéquat pour les enfants? Mais en fait, je vais insister là-dessus, puisque nous savons que nos centres de promotion sociale, nos centres d'accueil, nos CAP et autres, n'ont pas toujours les dispositifs qu'il faut pour accompagner ces enfants. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez un palliatif? Qu'est-ce que vous faites? C'est déjà de prendre la question dans sa globalité. De ne pas penser qu'un enfant, c'est vrai que l'accompagnement protecteur crée des ruptures avec les habitudes que nous avons. De ne pas prendre l'enfant comme un sujet en griffe vulnérable à 100%. C'est un acteur aussi de sa propre protection. Vous voyez, lorsque vous identifiez l'enfant, avant que vous ne l'identifiez, il avait des habitudes. Il faut le reconnaître. Il faut prendre en compte le dispositif dans lequel, même s'il est informel, l'enfant est déjà. Il ne faut pas se dire c'est un enfant. C'est un enfant, donc dès qu'on met la main sur lui, il faut le mettre dans un centre d'accueil. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On évalue au cas par cas. Et dans la réinsertion de l'enfant, vous allez remarquer tout à l'heure que mon collègue du Lao, il disait que ce n'est pas toutes les fois qu'on remet l'enfant à sa famille. Parce que la réintégration suppose le retour de l'enfant dans le milieu où il était. On parle de plus en plus de retour dans un milieu protecteur durable. Puisque lorsque j'identifie l'enfant et que je fais l'analyse de la situation au niveau de la famille et que je me rends compte que cette famille-là n'est pas protectrice, elle n'est même pas prête à accueillir l'enfant, je cherche des solutions à côté. On peut aller à retourner l'enfant dans un membre de la famille qui n'est pas père et mère. On peut même retourner l'enfant chez un leader de la communauté. Donc, on recherche des solutions pour que, lorsqu'on prend un cas d'enfant et qu'on le retourne, avec son avis bien sûr, qu'il ne se retrouve plus dans le système. Et la question de réinsertion, on a parlé de projet de vie, est primordiale. Dans quoi on met l'enfant lorsqu'il est revenu? Est-ce qu'il revient et il devient oisif? S'il revient, il revit les mêmes situations. Très bien. Donc, on s'arrange pour qu'on ait, et ça, ce n'est pas un pari gagné d'avance, on y travaille avec les acteurs. En décembre passé, dans le cadre des commémorations de la Journée internationale des migrants, on a fait un atelier entre les acteurs de protection, de migration, de formation professionnelle pour voir le lien entre ces thématiques. Est-ce qu'aujourd'hui, telle que présentée la formation professionnelle, elle n'est pas aussi un élément de risque pour les enfants migrants? Oui, parce que vous voyez aujourd'hui, la formation professionnelle est laissée à l'informel. C'est laissé à l'informel et en tant que stratégie au niveau de la communauté de protection de l'enfant, parce que lorsque l'enfant ne va pas à l'école, on fait vite de le mettre en formation professionnelle, quel que soit son âge. Et c'est là que vous voyez les enfants de 8 ans. Alors qu'il faut un âge, il y a des travaux dangereux que les enfants ne peuvent pas faire. Vous voyez les enfants de 8 ans sur des chantiers. Vous voyez les enfants de 7 ans dans les ateliers de vulgarisation de mécanique et autres. C'est pas facile. Hein? Donc, on travaille à impliquer, à intégrer la formation professionnelle dans le système formel de formation. Je crois que le dernier plan sectoriel de l'éducation a pris en compte. Bien sûr. Ça fait partie de l'analyse qu'on a pu faire à cet atelier. On s'est rendu compte que le plan sectoriel de l'éducation actuel a pris en compte la question de formation professionnelle et les acteurs travaillent aujourd'hui à formaliser. On a déjà les questions de formation duale, les questions de programmes de cours accélérés. Il existe déjà où les enfants qui ne peuvent plus être réintégrés à l'école peuvent, en un cycle court, avoir accès aux cours comme CPE. Donc, c'est des choses qu'on a pu identifier, que les acteurs ont pu partager entre eux à cet atelier. Et aujourd'hui, on est allé sur des recommandations comme quoi on doit créer des creusets d'échange, on doit faire de la cartographie
pour que acteur de protection que je suis, lorsque dans un dispositif de réintégration, j'ai un enfant migrant sur moi, je puisse savoir les opportunités de formation professionnelle disponibles et voir lesquelles... Comment orienter l'enfant. Comment orienter l'enfant. Pour que lorsque je le mets dans un système, ce système-là lui permet de gagner de l'argent tout de suite, de lui permettre d'avoir un métier et d'avoir une qualification pour pouvoir exercer un métier qui lui permet vraiment de se prendre en charge et d'éviter de se mettre dans un projet de migration à risque plus tard. Monsieur Noutaï, on parle là de renforcement des dispositifs qui existent déjà. Est-ce que vous avez d'autres propositions pour qu'on puisse continuer à renforcer ces dispositifs-là et à mieux protéger ces enfants en situation de mobilité? Oui, je pense que la coordination RAO, composée même des membres du ministère de la Famille, parce qu'aujourd'hui, la coordination RAO Bénin est composée de 2 éléments, de 5 éléments, donc 2 sont du ministère. Nous avons la DFEA et le point focal. La direction de la famille, de l'enfance et de l'adolescence, qui est le chef anti-trafficking. D'accord. Et il y a un point focal qui est là. Donc le gouvernement est impliqué. Et à la base, nous avons les CPS qui sont les bras opérationnels du ministère de la Famille. Les commissariats, voilà. l'OCPM. Demain, par exemple, nous tenons la séance trimestrielle de la coordination RAO où on est en train de définir, comme il a dit, nous sommes en train de faire une cartographie au plan national. Pour que dans chaque département, mais dans chaque commune, quand on constate qu'il y a un enfant qui est dans telle situation, qu'on puisse le référer vers une structure qui puisse faire le même travail que nous. Pour que ça ne soit pas seulement votre chasse gardée. Aujourd'hui, quand nous prenons, vous me permettez, si nous prenons le RAO Bénin, nous avons, pour l'année, juste l'année 2018, nous avons fait on a identifié au moins 200 enfants et nous avons écouté près de 150 enfants pour discuter avec eux. Nous avons recherché les familles pour faire la réintégration. Au moins, on a fait la recherche et l'évaluation familiale de moins de 147 enfants. Nous avons fait la réintégration, c'est que juste 12, parce que les allées, revenir, c'est pas facile. C'est pas facile. La dernière fois, j'étais à Djokou pour ramener un enfant béninois. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Nous avons aujourd'hui, on a fait 99 projets de vie. On a installé au cours d'une seule année. Parmi ces enfants? 99 projets de vie. Et nous avons fait le suivi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez suivi tout le processus? On a suivi les enfants que nous avons réintégrés depuis 2011, ou bien depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 104 enfants que nous avons suivis chaque trimestre. Rigoureusement. Vous voyez? Donc, c'est pas facile. Maintenant, il faut qu'au niveau du gouvernement, que le gouvernement aussi assiste les centres de promotion sociale, et les KPE, pour que quand on ne retrouve pas, quand on ne retrouve pas encore la famille, que ces centres-là puissent s'en occuper en attendant, pour que l'enfant ne reprenne plus le même processus. Et vous faites bien d'insister là-dessus parce que souvent, même en tant que média, il arrive des moments où vous êtes là, on vous ramène des enfants et vous ne savez pas quoi faire. Vous allez vers un commissariat, vers un poste de police, on vous dit nous, on ne peut pas le garder là, il ne peut pas passer la nuit chez nous. Et donc, le processus est encore ahulé davantage. C'est vrai que nous sommes à la fin de cette émission, chers invités. Monsieur Yansounou, qu'est-ce que les communautés également peuvent faire aujourd'hui? C'est vrai que vous êtes dans la prévention, la protection et la réhabilitation. Quel rôle, nous, communautés, on doit jouer pour accompagner, pour éviter, pourquoi pas, que ces enfants ne se retrouvent dans ces situations? Surtout dû à des causes de problèmes dans la société, les décès, et les séparations et autres. Quel rôle, nous, on peut jouer? L'approche communautaire au cœur de l'accompagnement protecteur de l'enfant. Et la communauté, le premier rôle que la communauté a à jouer, c'est de réduire les départs des enfants. De réduire les départs des enfants, de dénoncer les questions d'abus sur les enfants et aussi de contribuer à la protection des enfants migrants. Nous, au Bénin, dans un autre projet, on a travaillé à développer une approche que nous appelons famille haute, qui a été mise en place en accompagnement à l'État. Et c'est une solution communautaire pour la réhabilitation des enfants. Vous savez, on parle en Afrique, on dit qu'on est chaleureux, on collabore beaucoup. Mais ce n'est pas toujours évident d'accepter de recevoir l'enfant. Justement, c'est le lieu, quand on parle de protection des droits de l'enfant, que la communauté aussi contribue. Et nous, dans cette expérience, on a compris que l'enfant est mieux protégé dans une famille que dans un centre d'accueil. Toujours. L'enfant est mieux protégé dans une famille que dans un centre d'accueil. Et même la Convention des droits de l'enfant insiste
sur la protection de type familial que de type institutionnel. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, on continue de faire le plaidoyer pour que l'État généralise cette approche. Pour qu'il y ait plus de familles. Puisque vous convenez avec moi que prendre en charge un enfant dans un centre d'accueil, ce n'est pas facile. Pas du tout. En termes d'investissement, en termes de qualité d'offre de services, c'est autre. Très bien. Donc, la solution de centre d'accueil est la solution de dernier ressort. C'est un plaidoyer que nous continuons de faire pour que la communauté béninoise soit plus impliquée. Mais il faut sensibiliser aussi cette communauté à comprendre cette communauté a commencé par contribuer. Cette communauté a commencé par contribuer parce que, pour l'exemple seulement du projet Choral, nous avons fait une visite de presse le 19 à la fin de l'année 2018 sur le corridor, hein, mais spécifiquement dans l'arrondissement d'Agoué. L'arrondissement d'Agoué qui est à la frontière de Ilakondi. Et on a vu qu'il y a une communauté là qui aide les forces de l'ordre à réhabiliter ces enfants le temps que la solution soit trouvée. Et il n'y a pas de centre d'accueil. Ce n'est pas impossible. On pense que ce n'est pas impossible. Et cette communauté, elle ne va pas vous dire que des hommes lui donnent le COPEC. Non, non, non. On les a suivis, elles ont dit qu'elles prennent tout en charge. Le projet Choral n'investit rien sur ça. C'est vrai qu'en amont, on travaille à les accompagner dans leurs AGA, dans leurs activités génératives de revenus, en les mettant en lien avec les structures les IMF, les structures de microcrédit. Donc, c'est un peu ce qui est fait. Et en même temps, on fait le plaidoyer au niveau institutionnel, au niveau de l'État, pour que ce dispositif-là, qui va récupérer les cas de dénonciation, soit huilé, soit mis en place. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile lorsque vous voyez un enfant en situation d'abus, de pouvoir réagir. Parce que même lorsque vous allez dénoncer, comment le système va réagir, comment vous-même vous êtes protégé, c'est toute une question sur laquelle on travaille dans le cadre de nos plaidoyers pour que le système s'y prête. Chers invités, c'est la fin. Le temps ne suffira jamais assez pour parler de la protection des enfants. Mais je pense que nous devons toujours et chaque fois faire l'effort, chacun à notre niveau, de pouvoir protéger déjà un enfant en général et qui plus est, un enfant qui est en situation de mobilité. Et pourquoi pas faire peut-être avec le projet Choral, le Terre des Hommes, le RAO et les autres organisations de la société civile, la prévention en donnant des conseils utiles. Parce que vous savez, vous rencontrez un enfant qui n'est pas le vôtre, mais qui est peut-être en situation, et grâce aux conseils, à la manière dont vous allez aborder cet enfant, il va comprendre que ce qu'il fait a des risques et il va pouvoir se raviser et se corriger. Donc, c'est un rôle familial que nous devons tous jouer. Et comme j'aime bien le dire, pour développer le Bénin et l'Afrique, il faut que ce soit ses fils et filles qui aillent à ce développement-là. Et donc, protégeons ces enfants, protégeons les enfants en situation de mobilité, même si cette situation de mobilité n'est pas à risque toujours pour ces enfants-là, mais c'est pour toujours rechercher le mieux-être. Nous vous remercions d'avoir suivi ce premier numéro. Restez-nous fidèles tout au long de l'année 2019, comme les autres années. Au plaisir de vous retrouver sur le www.pesaetv.bj. À très bientôt. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée.